extrêmement clair, visible, hein, avec sa zone industrielle, son espace sportif, sa zone de lotissement moderne. Tout ça paraît extrêmement structuré, lisible, ce qui est rarement le cas dans les autres plateaux, dans les autres communes du plateau. Voilà, on a essayé d'avoir une vision générale sur comment ce village a pu se développer à partir d'un site très précis, d'une situation qui ne lui permettait pas de se développer au début, et comment, à partir de cette volonté, disons, de forger une identité autonome, en accent sur l'aspect religieux, comment Champenge, petit à petit, a pu obtenir son indépendance, et puis la situation aujourd'hui où Champenge a largement dépassé en nombre d'habitants le maximum démographique du 19e siècle. On est à plus de 800 habitants aujourd'hui. Plus de 900, voilà, 900, alors qu'à une certaine époque, vers les années 1950, on était à 400. 350, 400. Vous voyez, donc en l'espace de combien, de 70 ans à peu près, on a, oui, pas tout à fait même, on a doublé la population, en sachant qu'une partie de la population travaille sur les bords du Léman ou en Suisse, et donc, comme la plupart des autres villages, il y a une partie de la population qui se trouve dans ce qu'on pourrait appeler dans une situation de cité dortoir. Hein. Mais c'est le cas partout ailleurs. Voilà donc l'évolution de ce village, rapidement brossé. Alors maintenant, on est dans l'église, cette église qui est toute moderne finalement, parce que quand je dis toute moderne, au niveau de son décor, qui a été refait en 1994, c'est cela. Alors c'est 1994 avec les décorateurs qui s'appellent Jean. Et le décor baroque qui pouvait exister auparavant sur les murs, et désormais on a fait place à quelque chose de net. On n'a plus la possibilité d'être, disons, absorbé par des scènes, disons, religieuses particulières. Tout est axé finalement sur le chœur, qui lui a conservé son décor baroque des origines. Alors, le baroque dans les tables, le thème principal de les deux tables latéraux, là, c'est conforme au style baroque tel qu'il existe en Savoie. On l'avait déjà évoqué une fois pour ceux qui étaient venus il y a quelques jours. Il se manifeste entre autres par ces frontons interrompus, un peu particuliers. Ouais. Au lieu de faire un melisère, c'est interrompu complètement. Les corniches sont aussi interrompues. Vous avez des colonnes qui sont apparemment en marbre, quelque chose de très riche. Vous verrez que c'est du trompe-l'œil. On n'a pas la possibilité de qui n'était pas la capitale de la Savoie, on est bien d'accord, mais vers Paris. D'autres partent vers l'Allemagne, Anselme-Bougeon, bien entendu. D'autres partent vers l'Amérique du Sud. Hein. C'est tout simplement la seule solution. Et je ne sais pas si on en a parlé tout à l'heure, mais le gouvernement argentin, à l'époque, je pense, donnait une propriété ainsi qu'un cheval et 3-4 vaches. J'ai plus les détails, mais c'est vrai que ça incitait réellement au départ. Et dans une contrée pauvre, on trouve quelquefois de grosses habitations. Alors, il y a une explication. C'est vrai que faire une maison seule, ça coûte beaucoup plus cher que de la faire à deux. Et c'est bien souvent deux frères, deux cousins qui allaient s'assembler pour faire un gros bâtiment. Et on retrouve ça bien entendu dans le chalet d'Abondance, mais on retrouve ça aussi dans des demeures un peu plus... Ces marais nous ont servi pendant des années, pendant plus de 20 ans, de lagunage, c'est-à-dire de station d'épuration naturelle. Voilà, jusqu'à ce que le préfet nous dise « Attention, vous êtes sur la plume des Évians, je ne veux plus d'eau usée ».